Quand je pars, une fille loup-garou extraterrestre s'assoit sur la colline derrière ma caravane et hurle. Bienvenue dans le monde de la science-fiction. Laissez un commentaire ci-dessous d'où dans le monde regardez-vous aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cette histoire. Alors que le crépuscule d'été glissait sur les collines rouges comme du sirop chaud, Elton était accroupi à côté de son Triomphe cabossé, essayant de faire respirer un carburateur récalcitrant, malgré le sable du désert, qui aimait autant étouffer les moteurs qu'il aimait les ranimer. La petite remorque garée derrière lui trouvait son mosaïque nocturne de Porsche scintillant. La berceuse de la vie qui lui permettait habituellement de penser en ligne droite s'échappait ce soir par les fenêtres fissurées, mais chaque tour de clé était un peu hors de l'ordinaire, car une étrange piqûre, qui n'était ni mécanique ni complètement terrestre, traversait l'air attirant ses yeux vers le néant herbeux qui s'élevait juste au-delà de la clôture périmétrique rouillée. Sa silhouette était brûlée de pourpre par une lune gonflée, qui avait déjà testé les limites de la chaleur d'août, et il essayait d'ignorer les démangeaisons jusqu'à ce qu'un seul ruban fin. Quand il a finalement levé les yeux, il a vu une silhouette perchée contre le ciel. Une silhouette mince, avec des épaules inclinées, et une fourrure de queue qui frétillait et captait la lumière de la lune, comme du givre sur des yeux ambrés, ardoises, reflétant l'ampoule de son Porsche. Malgré la distance, la vue le retint en place plus longtemps que n'importe quel monstre de film d'horreur, en partie parce qu'elle ou il ne se jetait pas sur lui, mais plutôt admirait ses jambes repliées sous elle, d'une manière qui lui rappelait quelqu'un se reposant sur un toit pour sentir la brise. De plus, parce que le hurlement, malgré son caractère étrange, portait une note de solitude qui transperçait la peur et atteignait une douleur qu'Elton reconnaissait rarement exister en lui. Aussi, il essuya de la graisse sur un chiffon déjà saturé, par d'innombrables soirées sous des ailes affaissées, leva sa main libre dans ce qu'il espérait paraître paisible plutôt que ridicule, et appela d'une voix ferme, grâce à des années passées à convaincre des boulons gelés de coopérer. Ce soir-là, là-haut, la silhouette inclina la tête. Ses oreilles tressaillirent comme celles d'un chat. Puis elle se fondit en arrière dans les hautes herbes, disparaissant si complètement qu'il s'attendait à se réveiller et à découvrir que la chaleur du désert avait conjuré à nouveau des hallucinations. Mais les drones lointains des cigales reprirent exactement là où ils s'étaient arrêtés. La brise revint, et quand il se pencha à nouveau sur le carburateur, le picotement dans sa colonne vertébrale persistait comme si elle le surveillait encore depuis un angle caché qu'il ne pouvait pas nommer à l'aube. À l'aube, le souvenir était déjà devenu une légende. Alors il a passé la journée à chercher dans la casse une aiguille de flotteur spécifique, forçant son esprit à se concentrer sur des listes de pièces plutôt que sur une fourrure mystérieuse. Quand la teinte rose du coucher de soleil revint, il sortit sa glacière d'outils un peu plus tôt que d'habitude et sans permission. A pris la décision silencieuse de visser une ampoule plus brillante dans le luminaire du Porsche et de l'incliner de manière à ce que son cône chaud atterrisse directement sur le néant. Il se disait que de meilleures lumières éloignaient les serpents à sonnette, même s'il n'en avait vu qu'un seul en plusieurs mois. Il ajusta délibérément le ralenti de la Triomphe pour qu'il soit plus fort pensant que tout cryptide nocturne éviterait le bruit. Le ronronnement régulier du moteur lui apportait du réconfort, mais chaque fois que le bruit d'échappement vacillait, il se surprenait à scruter la colline en espérant qu'elle lui ferait signe de la main et descendrait pour une bière fraîche. Il rit de sa propre folie jusqu'à ce que le hurlement revienne plus doux qu'avant. Conversationnel, et il ressentit l'impulsion absurde de répondre, mais quand le silence retomba, il éteignit finalement la moto. Le silence du parc envahissant comme une marée, et réalisa que l'ampoule qu'il avait orientée vers le ciel s'était transformée en phare dont le faisceau pourrait être interprété comme une invitation ou une menace. Le lendemain matin, Elton se demandait ce qu'une créature qui observait les moteurs dans l'obscurité pourrait valoriser. Il se souvenait d'avoir renversé du liquide de refroidissement une nuit,
et d'avoir vu un chat de quartier lécher le liquide sucré malgré son danger. En guise d'offrande de paix, il a placé un large bol en aluminium près de la clôture, l'a rempli d'un liquide vert vif, suffisamment dilué pour ne pas tuer quelque chose de plus grand qu'un lapin, et a placé une douille rouillée à côté. Il espérait qu'elle comprendrait l'humour de mécanicien à mécanicien des pièces de rechange comme monnaie. Il se retira sur les marches de la caravane, où il essaya de ne pas fixer ouvertement les cicadas qui battaient à la percussion du désert. Les minutes passèrent, et finalement, il entendit le bruissement de l'herbe, 2 éclats ambrés se rapprochaient, et elle avançait à pas feutrés sur des pieds 10 grades, qui se posaient silencieusement malgré le sol sablonneux, sa fourrure bleu-gris ondulant, avec sa queue musclée, équilibrant chaque pas prudent. Elle renifla le bol, mais l'ignora, réfléchit à la douille avec perplexité, puis incrédule la sélectionna, tournant le métal entre ses doigts griffus, comme si elle déterminait la qualité et le nombre de filets. Quand leurs yeux se croisèrent à travers 20 pieds de nuit, il ne broncha pas, ne dit rien, et hocha légèrement la tête pour reconnaître un accord conclu à des termes que ni l'un ni l'autre ne comprenaient pleinement. Quelque part, après minuit, un fret. Quand le klaxon du train a traversé la vallée et l'a réveillé sur le canapé, il portait encore ses bottes et était groggy. Il ouvrit la porte pour voir si quelqu'un s'était plaint de ses phares allumés et découvrit que le bol était vide. La douille avait disparu et à sa place se trouvait un éclat argenté plat, à peine plus grand qu'une boîte d'allumettes, avec des bords trop lisses pour des motifs de fracture terrestre. Le fragment scintillait de taches d'iridescence, et quand il le toucha, un léger bourdonnement vibra à travers ses callosités, comme si le métal se souvenait du vol. Il se retourna vers le néant, juste au moment où une rafale soulevait des brins d'herbe grossiers et parmi. Dans les ombres changeantes, il crut apercevoir à nouveau ses yeux ambrés. Il était curieux, attentif, et peut-être amusé qu'un homme portant une flanelle tachée de graisse ait accepté son cadeau avec la révérence généralement réservée aux reliques sacrées. Au lieu de hurler, elle retint son souffle, le genre de silence partagé par ceux qui ont décidé que les mots pourraient ruiner le fragile pont qui vient de se former. Elton mit le tesson dans sa poche, éteignit l'interrupteur du Porsche pour épargner sa rétine de l'éblouissement cuisant, et dans la douce obscurité, il murmura presque embarrassé par la sincérité de sa voix, « Allume les lumières ici quand tu en auras besoin, Lucie. » Tu en as besoin, Lucie, même s'il ne connaissait pas encore son nom sur la colline. Les yeux se plissèrent, mais il ne put dire si c'était en signe de reconnaissance ou juste un simple clignement. Ils restèrent un moment plus longtemps qu'avant, et quand ils disparurent, il sentit le tremblement dans sa colonne vertébrale se transformer en quelque chose de plus doux. C'était l'étrange et prudente anticipation d'un homme qui commençait à deviner que l'univers aussi poussiéreux et solitaire que son parc de caravanes pouvait parfois le paraître, réservait encore des surprises qui valaient la peine de rester éveillé. Elton se réveilla avec l'éclat de métal extraterrestre toujours dans sa main, les doigts enroulés autour, comme s'il pouvait disparaître s'il le lâchait. Le soleil matinal réchauffait déjà. Il passa un temps considérable à fixer l'éclat, se demandant de quelle partie de la galaxie il provenait, de quoi il était fait, et si la créature sur la colline ou la femme qu'il corrigeait en silence savait à quel point cela avait perturbé la routine stricte qu'il suivait depuis des années. C'était un homme qui travaillait avec ses mains, croyant aux valeurs de couple et au ratio de gaz, pas à quoi que ce soit d'autre. Après le petit déjeuner, il est allé en ville en voiture. Il plaçait l'étrange fragment à côté de sa tasse de café comme s'il s'agissait d'un souvenir d'un premier rendez-vous. La pensée le fit renifler, mais le rire mourut rapidement. Il n'était pas assez stupide pour romancer ce qui se passait entre lui et la fille aux yeux ambrés et aux oreilles de chat, mais il y avait quelque chose chez elle qui rendait impossible de la traiter comme un simple animal dans la brousse. Par exemple, il y avait une tristesse dans son hurlement et une délibération dans son regard.
Quand Elton a poussé le fragment de métal à travers le comptoir, l'homme derrière le comptoir, qui était plus préoccupé par le match de baseball de la nuit dernière que par les clients, a à peine levé les yeux. Il utilisait la course comme excuse pour passer à la boutique de prêteurs sur gage et demander si le propriétaire avait une balance de bijoutier pour récupérer quelques pièces dont il n'avait pas réellement besoin. Elton l'a empoché avant que le type ne devienne trop intéressé, marmonnant quelque chose de vague à propos de projets artistiques et retournant au camion avec l'intuition qu'il ne voulait pas que quiconque en ville creuse trop profondément dans cette affaire, non pas parce qu'il avait peur pour lui-même, mais parce que la fille des collines avait choisi de lui faire confiance à sa manière discrète, et si cela signifiait garder son secret, il le ferait ce soir-là, alors que le soleil se répandait sur la région. « Ce n'est pas de l'argent que j'ai vu », murmura-t-il après un coup d'œil nonchalant le tapotant avec un crayon avant de froncer les sourcils. Quand le ciel et les cigales ont commencé leur chœur nocturne, Elton a posé un tissu propre sur une caisse à côté de la clôture et y a déposé l'éclat, espérant qu'elle remarquerait qu'il l'appréciait non seulement pour son étrangeté, mais aussi pour ce qu'il signifiait. Elle avait tendu la main. Il a également laissé une vieille lampe de poche à manivelle à côté. Son boîtier était usé, mais toujours fonctionnel, et son faisceau était chaud et puissant. Il n'était pas sûr si son espèce avait besoin de lumière comme les humains, mais peut-être comprendrait-elle le geste quelque chose de pratique, quelque chose fait par des mains humaines et partagé non pas comme un pot de vin, mais plutôt comme une invitation. Il n'attendit pas longtemps. Il retourna cette fois-ci à son Porsche et s'occupa à polir un vieux jeu de bougies d'allumage, prétendant ne pas lever les yeux toutes les quelques minutes vers la colline, où les ombres bougeaient légèrement différemment, maintenant qu'il savait ce qui pouvait s'y trouver. Quand elle arriva, elle vint silencieusement comme d'habitude, se déplaçant à travers les broussailles, comme un fantôme poilu. Elle s'accroupit à côté de la caisse, vérifiant l'éclat où il reposait, comme si elle était surprise qu'il l'ait rendu. Ses yeux ambrés se levèrent vers les siens, et elle prit la lampe de poche, la tournant lentement dans ses doigts griffus. Il resta silencieux, mais elle tourna la manivelle sans prévenir, et la lumière s'alluma, la surprenant un instant. Cependant, plutôt que de le laisser tomber, elle dirigea le faisceau sur l'éclat et regarda les couleurs danser sur la surface du métal en ondulations bleues et vertes. Ses oreilles se tournèrent légèrement, et un son bas et pensif s'échappa de ses lèvres, un grognement mêlé à un ronronnement. Elton lui adressa un léger sourire et leva sa tasse en un toast silencieux, mais elle ne lui rendit pas le geste et elle ne s'enfuit pas non plus. S'est installée dans un rythme particulier. Elle ne venait pas toutes les nuits, et quand elle venait, elle ne s'approchait jamais trop près, mais elle a commencé à lui laisser des objets comme des plumes qui brillaient de huile étrange, des couleurs lisses, des morceaux de machinerie déformés en des formes qu'il ne pouvait pas identifier et ce qui semblait être une page de livre fragile dans une langue qui se tordait quand il la regardait trop longtemps. En retour, il lui offrait de petits souvenirs de son monde, comme un harmonica, un rouleau de fil de cuivre, et une boussole qui fonctionnait encore malgré son âge. Développé qui n'exigeait ni nom ni explication. Ils n'étaient pas encore amis au sens humain du terme, mais ils étaient quelque chose. Une nuit sous un ciel violet qui avait été meurtri, elle a finalement atteint la ligne de la clôture. Plutôt que de continuer à monter, Elton se figea à moitié appuyé contre la balustrade du porche pour ne pas l'effrayer. Elle s'arrêta à 5 pieds du bord de la cour, les griffes pétrissant la terre sèche comme un chat qui se prépare à bondir. Ses yeux étaient lourds, et elle a finalement dit « Tu répares les choses », sa voix basse et accentuée, sonnant comme si elle goûtait chaque mot pour la première fois. Elton hocha la tête une fois et dit « Je fais ça depuis que j'ai 12 ans. » Il ajouta « Les trucs cassés ne me font pas peur. » Elle inclina la tête en comprenant son sens, puis leva l'harmonica qu'il lui avait donné, chantant « J'aime ça ». Il rit doucement. « Tu ne m'as pas encore entendu en jouer. Je le fais hurler pire que des coyotes sur du mauvais whisky. »
Elle cligna lentement des yeux, puis fit un bruit qui aurait pu être un rire, une expiration rapide et aiguë par le nez, mais ses yeux s'illuminèrent de quelque chose de presque enjoué. C'était la première fois qu'il la voyait moins comme un mystère, et plus comme quelqu'un de réel, d'intelligent, et peut-être tout aussi Elton suivit son regard et soupira. Il n'aime pas grand-chose qu'il ne comprenne pas. Tu t'y habitues, ou tu apprends à t'en foutre. Elle le fixa longuement, et quelque chose dans sa posture s'adoucit. Ses épaules se détendirent un peu, avant de brusquement retourner dans l'obscurité, la dissolvant comme si c'était Elton, l'entendit hurler longtemps après qu'il soit allé se coucher, et le parc de caravanes s'était estompé en ronflements et en télévision statique. C'était court aigu, et juste au bord de la joie, et dans son écho, il entendit quelque chose qui n'était pas seulement sauvage, mais personnel. C'était pour lui. Les problèmes ont commencé quand les voisins ont finalement remarqué qu'Elton s'était toujours tenu à l'écart, et que le parc de caravanes aimait ça. Depuis lors, la lumière de son porche brillait de plus en plus fort chaque nuit. Et cela aurait dû les alerter, mais les choses n'ont commencé à s'effondrer que lorsqu'un enfant a crié depuis la colline à propos d'un monstre gris aux yeux brillants. Le garçon avait disparu en jouant à cache-cache avec des lampes de poche, poursuivant un bruissement qu'il pensait être un lapin, mais au lieu de cela, il a vu que cela avait de la fourrure, des griffes et des dents, si l'on en croit son bégaiement, et s'était accroupi et l'avait observé jusqu'à ce qu'il s'enfuit. 3 résidents différents étaient devant le terrain d'Elton le lendemain matin, l'un d'eux étant un vieil homme nerveux avec un fusil de chasse qu'il n'avait jamais utilisé pour l'homme, demanda, mâchant un cure-dent pour faire des éclats. « As-tu vu quelque chose d'étrange derrière chez toi ?» Elton resta calme, essuyant ses mains sur un chiffon et hochant la tête comme s'il amusait les commérages. Elton n'a rien vu de plus qu'un lièvre et quelques canettes de bière. Rien que des postures posant des questions avec une sorte de tranchant qui n'attendait pas de réponses honnêtes. Il ne le croyait pas vraiment, mais il ne forçait pas non plus pas encore. Il ne laissa rien près de la clôture, garda la lumière du porche tamisée et ne démarra pas la moto. Au lieu de cela, il attendait sur les marches avec une bière fraîche à la main, les yeux fixés sur la colline où Lucie se perchait habituellement. 1 heure passa, mais l'herbe restait vide, et pour la première fois depuis des semaines, l'air semblait mort. Il entra à l'intérieur, agité, vérifia le tissu où il gardait son éclat, et les autres petits cadeaux qu'elle avait laissés derrière elle, mais quelque chose d'autre était le son. Il a gravi la colline et a remarqué que l'herbe était piétinée à certains endroits, non pas par son emballage, mais par quelque chose de plus lourd que des pattes. Près de la base de la colline, il découvrit des mégots de cigarettes frais et une allumette éteinte enfoncée dans la terre. Quelqu'un d'autre avait également observé et il ne s'était pas donné la peine de le cacher. Pire encore, il remarqua de légères marques de traînées qui étaient assez larges pour contenir un corps humain, mais pas assez profondes pour indiquer une lutte. Lucie s'était probablement éclipsée avant que quiconque ne la voie de près. Si elle se cachait, ce ne serait pas à proximité en milieu de matinée. Il se tourna vers la route au-delà des broussailles, un chemin de terre principalement utilisé par les tout-terrains et les camions de service. Il avait apporté un sac à outils avec de l'eau, une petite lampe de poche et un rouleau de fil de cuivre qu'il avait autrefois utilisé pour tendre un piège au raton laveur. Ce n'était pas grand-chose, mais il se sentait mieux en portant quelque chose. Il laissa une note scotchée à sa porte qui disait simplement « Parti pêcher » et se dirigea vers l'ouest où les aoyos creusaient profondément dans le sol et les rochers offraient de l'ombre aux objets qui ne voulaient pas être vus. Il suivait des branches cassées de l'écorce éraflée et finalement, il la découvrit autour d'un virage bas de rocher. Elle était accroupie à côté d'une flaque peu profonde alimentée par un mince filet d'eau provenant de la paroi rocheuse. Ses bras étaient humides. Sa fourrure était sur ses bras. Ses yeux étaient plus ternes qu'il ne les avait jamais vus. Sa queue était enroulée étroitement autour de son flanc et ses oreilles étaient aplaties. Elle ne l'a même pas regardé quand il est apparu pour la première fois. Ce n'est qu'après qu'il se soit agenouillé en face d'elle et ait placé le fil de cuivre à côté de l'eau
qu'elle s'est finalement tournée vers lui. « Ils m'ont vu !» dit-elle d'une voix rauque, comme si cela lui avait pris si longtemps pour enfin parler. Parler du tout. Il hocha la tête une fois sans avoir besoin de demander jusqu'où les choses étaient allées. Son espèce n'était pas faite pour se cacher éternellement, surtout pas dans un endroit comme celui-ci. Ils chercheront plus intensément maintenant, ajouta-t-elle, touchant la surface de l'eau avec une griffe. Mais je n'ai pas couru loin. Je pensais peut-être que cela s'arrêterait. Il ne lui en voulait pas d'espérer. Il souhaitait qu'elle n'ait pas eu besoin de le faire. J'ai trouvé des traces, lui dit-il, et des cigarettes. Pas des enfants, des hommes adultes. Ses oreilles tressaillirent. Alors ça commence, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Ça commence toujours de la même manière, d'abord les noms, puis la chasse. Comme si elle l'avait déjà vécu, elle ajouta « Combien d'autres sont comme toi ?»« Combien d'autres sont comme toi ?» demanda-t-il à voix basse, et ses yeux ambrés rencontrèrent les siens. « 3, dit-elle, sont plus âgés. L'un est jeune. Nous sommes arrivés sur un navire de reconnaissance pour un atterrissage d'urgence, et quand le camouflage a échoué, ils m'ont dit de faire une reconnaissance. J'ai découvert la colline avec des lumières, ce qui expliquait beaucoup de sa curiosité, de son silence, et de la façon dont elle revenait sans cesse. Il n'était pas n'importe quelle personne sûre. Il avait été son test décisif. La colline derrière sa caravane n'était pas n'importe quoi. C'était un point de vue qu'elle avait observé assez longtemps pour... Il décida qu'il était la personne en qui il pourrait avoir confiance. Mais cette confiance avait un prix. Il expira par le nez et frotta sa main sur sa mâchoire. « Où sont-ils maintenant ?» demanda-t-il. « Où sont-ils maintenant ?» demanda-t-il. « Nous avons une balise de secours dont la cellule d'alimentation est fracturée. J'ai récupéré une partie et je te l'ai donnée. Tu te souviens qu'il a fait l'éclat. » Il ne s'est pas rendu compte que c'était une partie d'un signal de détresse. Ça vibrait. Il a dit, comme s'il était vivant. Elle a hoché la tête. Il écoute stock, mais il a besoin de connexion. Nous avons besoin d'outils puissants, a-t-il dit, et elle a finalement souri, mais pas très grand. Un éclair de dents et quelque chose comme « J'espère que tu répareras les choses », dit-elle simplement. Il ne discuta pas. Au lieu de cela, il se pencha et l'aida à se relever. Sa fourrure était plus chaude qu'elle ne paraissait et elle était plus légère qu'il ne l'avait anticipé. « Nous allons revenir, » dit-il. « Nous le ferons à ma manière. » Silencieusement, plus de lumière de Porsche, plus de cadeaux, mais je vais faire fonctionner ton phare. Elle hocha la tête une fois ses oreilles se redressèrent et sa queue se déroula comme si une partie du poids avait été enlevée de ses épaules. Quand ce fut fait, elle demanda, et il fit une pause, puis la regarda dans les yeux. Ensuite, nous avons décidé ensemble de ce que nous ferions ensuite. Elle ne dit rien, mais le silence entre eux n'est pas vide. C'est quelque chose de mérité. Quand ils ont quitté le canyon, elle est restée à ses côtés, ni derrière, ni devant, juste à côté de lui. Elton ne s'embêtait pas avec la porte d'entrée, alors quand ils sont revenus au parc de caravane, il a guidé Lucie. Il a maintenu un rythme régulier jusqu'à ce que les ombres de son abri à outils et de l'auvent du garage les accueillent dans un silence familier. Une fois à l'intérieur, il ferma la porte latérale derrière eux et la verrouilla, non pas parce qu'il pensait que cela arrêterait quelqu'un sérieusement, mais parce que le bruit lui donnait un moment pour spéculer que Lucie se tenait près du mur arrière les yeux. La clôture s'était pourrie il y a des années et n'avait jamais été réparée, et les broussailles sèches formaient un tunnel improvisé assez large pour qu'il puisse s'y faufiler en se baissant. Il a dégagé un coin de l'établi et a retiré la boîte de café cabossé qui contenait l'éclat extraterrestre qui reposait toujours sur le chiffon, où il l'avait placé pour la première fois. Elle s'approcha les yeux vifs, et ses oreilles se dressèrent, tandis qu'il déballait l'éclat, et le plaçait au milieu de l'établi sous l'ampoule jaune et faible qui bourdonnait au-dessus de sa tête. « Ce n'est qu'une partie, » dit-elle à voix basse. « Elle se connecte à une configuration de treillis de fils fins non construite par une machine. » Elton fronça les sourcils et tourna lentement le fragment, mais sans cela, il se contentait d'écouter. « Tu as dit qu'il vibre, » murmura-t-il. « Il répond au toucher. Peut-être qu'il stocke encore quelque chose.
acquiesça-t-elle. Il stocke une signature chimique de localisation audio, une balise silencieuse destinée aux endroits où l'on ne peut pas transmettre. Grogna-t-il impressionné malgré lui. Elle inclina légèrement la tête, et je ne suis pas sûr de ce que cela signifie, mais... Oui, il se mit immédiatement au travail. Sans perdre de temps en bavardages inutiles, il a récupéré un chargeur solaire cassé, retiré le câblage en cuivre de 2 alternateurs endommagés et déterré un vieux kit radio qu'il n'avait jamais terminé. Lucie pointait occasionnellement des pièces avec un discret oui ou non, mais elle le laissait surtout travailler. Les heures passaient dans un flou de fumée, de soudure et de frustration affinée, la sueur perlait à son front et ses doigts picotaient à cause des bords métalliques, mais il persistait. À un moment donné, elle lui a apporté de l'eau, lui versant soigneusement une tasse. Utilisant un condensateur de fortune fabriqué à partir de batteries d'ordinateur portables jetées, il appuya sur un bouton et attendit que rien ne se passe. Mais les yeux de Lucie s'écarquillèrent, et elle murmura « Ça émet. Je peux sentir la pression dans l'air. Les fréquences sont réelles. » Cadre, toute l'unité a pulsé une fois, juste un léger battement qui sonnait comme un battement de cœur trop profond pour être entendu, puis elle s'est de nouveau immobilisée. Elle a envoyé un ping. Elle a dit l'ancien signal, ce qui signifiait qu'elle n'avait peut-être pas fini. Elton s'est appuyé contre sa chaise et s'est frotté les yeux se demandant combien de temps il faudrait avant que quelque chose ne réponde. Il a dit que cela pourrait prendre des jours, des années, ou rien, mais au moins, nous ne sommes plus silencieux maintenant. Il a hoché la tête, se repoussant du banc, et nous avons attendu. Pendant ce temps, nous nous sommes préparés. Elle l'a étudié attentivement, l'or dans ses yeux, captant les premiers rayons de lumière matinale à travers les persiennes. Il est allé en ville plus tard ce jour-là avec une liste de courses qui n'avait pas beaucoup de sens, à moins que vous ne prévoyiez de transformer un abri en refuge. Il a emballé des bâches supplémentaires, des bidons d'huile, des batteries et un générateur de secours, et il a convaincu un propriétaire de prêteur sur gage de les lui vendre à bas prix. Pendant qu'il était dehors, il a entendu des rumeurs selon lesquelles quelqu'un avait encore vu quelque chose, mais cette fois-ci ce n'était pas un enfant. C'était un livreur qui prétendait avoir vu une forme grise bondir à travers la route au-delà de la station-service. Au moment où il a payé le générateur et est reparti, 2 de ses voisins étaient de retour près de l'avant de son terrain. L'un était le même homme nerveux avec le fusil de chasse qui agissait maintenant comme s'il réparait un poteau de clôture qui n'avait pas besoin d'être réparé, et l'autre était la femme avec le chihuahua hostile qui lui lançait toujours un regard comme s'il lui devait quelque chose. Il s'est garé sans interagir, a incliné son chapeau une fois et n'a prêté aucune attention à la façon dont leurs yeux le suivaient jusqu'au porche ce soir-là. Lucie ne s'est pas perchée sur la colline. Au lieu de cela, elle est restée à l'intérieur du garage, où ses oreilles basses tressaillaient à chaque bruit à l'extérieur. J'ai fait une cafetière sur une plaque chauffante, et j'ai versé 2 tasses, dit Elton, vérifiant les serrures et enveloppant les petites fenêtres de papier d'aluminium, plus pour avoir l'impression de faire quelque chose que parce qu'il pensait que cela aiderait. Elle prit la sienne avec un reniflement curieux, puis sirota et grimaça, plus amer. « Mais chaud, dit-il en riant. C'est le secret de la plupart des choses qui valent la peine d'être obtenues, dit-il. Elle sembla réfléchir à cela pendant un moment avant de dire « Mon peuple ne fait pas confiance aux humains, pas après ce que nous avons vu sur les planètes périphériques. Toi, tu n'es pas comme eux. » Il ne répondit pas tout de suite, se penchant plutôt contre l'établi et l'observant. Elle était accroupie avec une jambe repliée sous l'autre, la queue enroulée autour de sa cheville pour l'équilibre alerte, mais pas tendu, et elle semblait prête à courir si nécessaire, mais elle semblait aussi ne pas le vouloir. « Je ne suis pas comme beaucoup de gens, » dit-il, mais peut-être que c'était ce qu'elle ne voulait pas dire. Lucie se tendit alors que le signal se répéta juste avant minuit. Elton se pencha en avant et bien que la machine ne fasse aucun bruit, ne clignote pas et ne brille pas, ils sentirent tous les deux que quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Elle dit « Ce n'était pas nous » et elle le regarda, ses griffes se rétractant légèrement. C'était une réponse. Il déglutit difficilement
Ami ou ennemi? Au lieu de répondre immédiatement, elle regarda le mur à travers celui-ci, comme si elle pouvait voir quelque chose bien au-delà des broussailles. « Nous le saurons bientôt, » murmura-t-elle. « De toute façon, ils arrivent. » Dehors, les cigales s'étaient tues. Le silence ne semblait pas vide. Une brume de poussière flottait bas au-dessus du parc soulevé par les premiers camions, et il y avait cette étrange immobilité sèche qui ne précède que les tempêtes de chaleur ou les ennuis. Le lendemain matin, Elton se réveilla avant le lever du soleil, l'air déjà trop chaud, le garage étouffant et imprégné de l'odeur de vieille électricité et d'huile. Lucie était restée recroquevillée dans le coin éloigné de l'établi, utilisant une couverture pliée, qu'il lui lança sans commentaire. Elle n'avait pas beaucoup dormi à en juger par la fréquence à laquelle ses oreilles tressaillaient et comment sa tête. Le phare était toujours inerte et silencieux sur la table, mais il portait désormais un poids comme s'il savait que quelque chose arrivait et qu'il avait déjà crié pour l'accueillir. Elton ne dit rien tout de suite, prenant plutôt une clé à douille sur une étagère et s'occupant à régler le ralenti du générateur de secours, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce qu'elle s'était enfin assise, elle ressemblait moins à un prédateur caché et plus à quelqu'un se préparant à quelque chose de longuement attendu. Parce qu'il avait besoin d'occuper ses mains. Lucie le regarda travailler son regard serein et stable d'une manière qui le mettait plus mal à l'aise que si elle était en train de faire ses bagages. Elle semblait avoir déjà vécu cette situation et avait déjà anticipé une fin horrible. Quel type de vaisseau répondrait à une balise comme celle-là? Demanda-t-elle finalement sans lever les yeux. Il demanda finalement sans lever les yeux, « La vôtre ». Elle secoua lentement la tête, disant « Les nôtres sont partis. Il faudrait des semaines ou des mois pour que l'un d'eux l'entende. » Mais la fréquence était une vieille technologie large, donc n'importe qui avec un appareil de récupération ou un scanner à longue portée aurait pu la capter. Elton se redressa et expira lentement. Donc ce n'était pas seulement des amis, dit-elle. Il s'appuya contre le mur, les bras croisés, la mâchoire serrée. « Si quelqu'un arrive, je dois savoir comment l'arrêter ou au moins le ralentir, » dit-elle. Lucie se releva de sa position accroupie et se dirigea vers la balise en faisant glisser légèrement sa griffe le long d'un des fils de cuivre. « Je ne les arrêterai pas avec des balles, » dit-elle, mais avec une perturbation du signal sonore. Elle le regarda puis sembla peser quelque chose. Elle dit « Il y a un canyon, à 2 miles à l'ouest des parois rocheuses, un sol étroit. Si un vaisseau atterrit, il devra descendre là. C'est le seul terrain plat assez proche pour un petit vaisseau. Tu pourrais y placer quelque chose comme distraction pour nous donner le temps de déplacer la balise. La confusion gagne du temps, tu comprends les machines. Cela m'aide aussi à comprendre les embuscades. » Il murmura « J'en ai vécu quelques-unes quand j'étais assez stupide pour rouler avec des idiots qui croyaient que le monde leur devait quelque chose. » Il cligna des yeux, mais tu n'as pas dit qu'ils étaient si proches. Ils sont blessés, le jeune ne peut pas marcher loin, nous les avons gardés cachés pendant un moment. Il y a un vieux puits de mine à l'extrémité nord de la vallée que mon peuple utilisait quand nous sommes arrivés. Il est instable, mais profond et protégé des scanners. C'est là que les autres se trouvent. Il avait assez de ferraille de carburant de rechange et de gadgets mal câblés pour foutre un sacré bordel là-bas. Le plus dur serait de trouver le bon moment et d'entrer et sortir sans que personne ne le remarque. Il fit une pause et la regarda se demandant où nous déplacerions la balise. Il la regarda simplement pendant un moment, essayant de mesurer la signification de tout ce qu'elle n'avait pas dit avant de prendre ses clés, de décrocher une carte effilochée du mur et de commencer à tracer un itinéraire. « On se le partage, » dit-il. « Je prends le camion jusqu'au canyon, tu emmènes la balise à la mine après la tombée de la nuit. » Lucie hocha la tête et dit « Je le porterai avec précaution. Le signal s'affaiblira quand il sera déplacé, mais cela fait partie du plan. » Cet après-midi-là, le parc de caravanes était en ébullition de tension, pas les drames de quartiers typiques ou les petites rancunes, mais quelque chose de plus difficile à identifier avec trop de gens debout sur les porches, les bras croisés, et trop d'yeux fixés sur les lignes de crête.
La nouvelle de l'observation du livreur s'était répandue et quelqu'un d'autre avait affirmé avoir entendu des grognements à l'extérieur de sa fenêtre. La plupart de ces rumeurs étaient insignifiantes, mais Elton comprenait le genre de peur qui pouvait se transformer en action. Il a surpris l'un des adolescents du quartier en train de pointer un drone vers les collines et a glissé un tournevis dans le mur. Quand personne n'était là pour voir le drone dévier latéralement et entrer en collision avec un moustique sans que personne ne s'en aperçoive, Lucy est restée cachée dans le garage jusqu'au crépuscule. Elle s'accroupit silencieusement et discrètement et l'air devint épais d'anticipation alors que le soleil baissait et que les ombres s'étiraient suffisamment loin pour dissimuler les mouvements. Lucy enveloppa la balise dans un vieux manteau de mécanicien et l'attacha avec du fil de cuivre pour éviter qu'elle ne cliquette. Elle le jeta sur son épaule et lui fit un dernier signe de tête avant de se glisser dans les broussailles au-delà de la lisière du parc. Elton chargea ses provisions 2 vieux bidons de carburant. Il a attaché tout à l'arrière de sa vieille moto tout-terrain et est parti sans lumière, laissant l'obscurité le guider. Le canyon était exactement comme Lucy l'avait décrit, étroit, déchiqueté et silencieux. Il se gara derrière un rocher et commença à relier les bidons avec de longs cordons de détonateurs et plaça la batterie au centre comme un cœur de fil de détente. Ce n'était pas vraiment une bombe, mais ce serait assez bruyant chaud et salissant pour convaincre toute partie approchante. Quand il retourna à la remorque, le garage était sombre, mais la porte était déverrouillée et Lucy se tenait à côté de la table, respirant lourdement mais indemne. « C'est là-bas, » dit-elle, « dans la mine. » Alors que la lune se levait projetant une lumière pâle sur la roche sèche, il termina. Ils avaient déclenché une alarme suffisamment longtemps pour gagner du temps. J'ai refermé l'ouverture du puits derrière moi. « Qui te suit ?» Elle secoua la tête. « Personne n'a vu, mais je le sens. » Quoi? Il se dirigea vers l'établi et versa 2 tasses de café les mains fermes, malgré la lourdeur dans sa poitrine, et lui en tendit une tout en prenant une longue gorgée de la sienne, laissant la chaleur l'ancrer. « Alors, on attend, » dit-il. « Laissons le piège faire son travail, et quand ils atterriront, on s'assurera qu'ils le regrettent. » Elle tourna la tête, et ses oreilles tressaillirent, alors que quelque chose passait au-dessus d'eux, pas vite observant. La nuit suivante, il n'y avait pas de feu d'artifice, de sirène, de débris fumants, ou quoi que ce soit d'autre à dire, à cause de la tension qui faisait mal aux dents d'Elton. Le piège qu'il avait installé dans le canyon ne s'était pas déclenché, ce qui signifiait soit que personne n'avait atterri, soit pire encore que quelqu'un l'avait vu et savait comment l'éviter. Cette possibilité le mettait mal à l'aise d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Le genre de personne qui savait comment éviter un dissuasif artificiel dans le désert n'était pas des débutants. Elton essaya de détourner son attention avec du travail, en retirant un alternateur cassé et en faisant semblant qu'il devait être recablé, mais les mouvements semblaient vides et chaque pièce qu'il touchait ressemblait à un retard. Lucy était tout aussi tendue, touchant à peine son café ce soir-là, ses queues frétillant en mouvements agités, chaque fois que le vent faisait vibrer le toit en tôle ondulée du garage, et ses yeux se dirigèrent vers la porte comme si elle s'attendait à ce qu'elle soit enfoncée à tout moment.